Jean. Donc, voilà. Vincent, à toi la parole. Ok, bonjour à tous. Donc oui, c'est une étude qu'on fait régulièrement, hein, tous les 3 ans. Donc la question, c'est en fait, qu'est-ce qui explique les écarts de revenus qu'on peut observer en élevage ovin-viande. Donc on a des écarts qui sont très importants entre systèmes, mais bien sûr aussi à l'intérieur des systèmes. Et qu'est-ce qui peut expliquer ces écarts? Des phénomènes structurels, par exemple comme la taille du troupeau, la taille des structures, des critères plus techniques comme la productivité des brebis, la maîtrise de la consommation de concentré, le prix des agneaux, et aussi d'autres critères, comme on va le voir, qui peuvent être nettement moins techniques. Donc comment est-ce qu'on procède? En fait, on fait une étude statistique, une analyse de covariance, en fait, mais que sur les fermes spécialisées, pour pas biaiser, on va dire, les résultats à partir des données des autres ateliers, grandes cultures, bovins, viande, etc. Et cette étude, donc, à chaque fois, on l'a fait sur 3 ans. En l'occurrence, ça, c'est sur les résultats des campagnes 2021 à 2023. Et donc, selon les années, en fait, là, c'est dans le petit encadré que vous avez en vert, entre 130 et 140, 145 fermes dans la base. Et après, on s'est inspiré un petit peu de ce que font les collègues généticiens, c'est-à-dire pour comparer des facteurs qui ne sont pas comparables. En l'occurrence, si on prend de la génétique, comment comparer de la prolificité de la valeur laitière? Là, on va comparer des effectifs de brebis avec des quantités de concentrés, des prix d'agneaux, etc., des charges par brebis. Donc, en fait, on prend une même variabilité, en l'occurrence, un demi-écart type. Alors, petit rappel très, très rapide. Voilà, là, vous avez une magnifique loi normale, loi de Gauss. Donc, dans le cadre d'une répartition normale, en fait, à partir de la moyenne, c'est la barre que vous avez au milieu, le mu, parce qu'effectivement, avec une loi normale, la moyenne et la médiane, c'est pareil. Et bien avec un écart type en moins ou en plus, entre moins un écart type et plus un écart type, vous avez 68% des individus. Et si on n'avait pas un écart type, mais seulement un demi, entre moins un demi écart type et plus un demi écart type par rapport à la moyenne, vous avez 40% des élevages. Donc quasiment la moitié de la base se trouve en théorie entre ces deux bornes, ces deux seuils. Alors, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre par une approche tout système confondu. Et ensuite, on a pu le voir, on a pu avoir des résultats là par système. Cette année, ça n'a pas toujours été le cas. Et l'approche tout système confondu, on l'a fait en 2 étapes. D'abord, une approche synthétique, avec seulement 4 critères que vous avez là sur le tableau et le graphique. Ces 4 critères, donc, vous avez les subventions, le total, toutes primes confondues, les aides couplées, les aides découplées, toutes les aides. Vous voyez qu'en l'occurrence, en moyenne, ça représente quand même 150 € par brebis. Vous voyez tout à l'heure, par exemple, la marge brute des fourragers les plus intensifs, c'était 140 € à titre de comparaison. Un demi-écart type, c'est 41 €. Autre critère, les charges de structure totales ramenées par brebis. Un troisième critère qu'on considère comme étant représentatif, la technicité des éleveurs, la marge brute qu'ils obtiennent par brebis, sans tenir compte des aides. En moyenne, vous voyez, c'est 65 € par rapport au niveau des subventions qu'on a vu juste avant, ou les charges de structure. Et le 4e critère, c'est l'effectif de brebis. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est comme ça depuis un certain temps, depuis que la réforme de la PAC a pas mal remonté les subventions. Là, en gros, les primes, les écarts de primes expliquent expliquent 2 fois plus les écarts de revenus que les autres facteurs. Et là, après, si on compare ensuite les charges de structure et la marge brute, les charges de structure, elles sont quasiment au même niveau. Marge brute et charges de structure. Les charges de structure sont passées légèrement devant, et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'inflation, comme Gilles a pu le montrer tout à l'heure, notamment sur la mécanisation. Les charges de structure ont beaucoup progressé ces dernières années. Et l'effectif de brebis, il pèse un tout petit peu moins. Voilà. Donc ça, c'était la première analyse. La deuxième analyse, c'est toujours sur l'ensemble des exploitations, mais là, on va remplacer ces 4 facteurs synthétiques par leurs composantes. Et là, vous voyez que, comme dans l'étude précédente, ce sont les aides découplées, en moyenne 68 € par brebis, qui sont de très loin le premier facteur explicatif lorsqu'on les ramène à la brebis par rapport aux écarts de revenus. Et ensuite, le reste est quand même relativement groupé. On a la productivité des brebis, premier critère technique, on va dire, mais quasiment au même niveau que la mécanisation, et légèrement devant donc l'effectif de brebis. Après, on va trouver d'autres critères comme les autres aides, qui vont comprendre notamment les aides sécheresse, qui malheureusement tombent de plus en plus souvent. Voilà, un certain nombre de critères qu'on va détailler après, système par système, pardon.
Voilà, donc on va rentrer un petit peu plus maintenant dans les différents systèmes. Alors, un petit rappel très rapide, donc la typologie qu'on utilise sur les ateliers ovins, on distingue les systèmes fourragers, donc, dont Gilles a parlé tout à l'heure, mais Gilles et les collègues aussi, Marie, pour les aspects alimentation. C'est des systèmes assez intensifs, donc avec en gros plus de 9-10 brebis par hectare de surface fourragère, donc et pas de parcours, ou très peu de parcours. Ensuite, les herbagers, donc qui peuvent avoir un peu de parcours, mais qui ne sont pas fortement dépendants des parcours. Et là, on distingue les herbagers de plaine et de montagne. Et ensuite, les pastoraux, qu'on va regrouper, pastoraux collectifs, donc les transhumants, et les pastoraux individuels, donc qui ne transhument pas, mais qui ont des surfaces de parcours considérables, souvent de plusieurs centaines d'hectares. Donc avec des chargements très faibles, en l'occurrence, donc moins d'une demi-EGV par hectare. Et des parcours qui représentent au moins 3 fois plus que la surface fourragère. Système donc très dépendant des parcours. Voilà, ça c'était un petit rappel sur la typologie. Premier système, donc les fourragers. Donc les fourragers, les spécialisés fourragers, ils sont de moins en moins nombreux. On en a très peu maintenant. Les systèmes les plus intensifs qu'on a, on les retrouve en général associés quand même avec des grandes cultures. Mais en spécialisé, il y en a très peu. Donc très peu de fermes, donc très peu de facteurs significatifs. En l'occurrence, le premier facteur est de loin, c'est la productivité des brebis. Et c'est logique, donc ces systèmes-là, on va les trouver notamment dans l'ouest, en Bretagne par exemple, avec de la romane, ou dans le sud-ouest, avec la lacone, dans le Ségala, par exemple. Donc la productivité des brebis, c'est très important dans ces systèmes. Et après, le deuxième facteur qui ressort, et c'est vraiment une spécificité pour ce système, c'est le coût des bâtiments. Le coût des bâtiments, donc amortissement, entretien, etc. Et on peut l'expliquer par le fait que ces systèmes-là, qui sont très chargés, en fait, ils ne peuvent pas ou très peu recourir au pâturage hivernal. Donc il faut loger toutes les brebis. Donc ça coûte cher. Et donc la maîtrise de ce poste, c'est important. Après, on trouve les charges de main-d'œuvre. Alors là, je ne suis pas trop capable d'apporter une explication technique. Voilà, bon. De toute façon, ce n'est pas vraiment un critère technique en soi. Je ne pense pas qu'il y ait pourtant plus de délégations dans ces systèmes-là que dans les autres. Après, on retrouve le prix du concentré. Et là, ça, par contre, c'est une spécificité qu'on peut plus facilement expliquer. C'est des systèmes où souvent, il y a comme du potentiel derrière pour des cultures. Et donc, c'est les systèmes, parmi les spécialisés, c'est les systèmes pour lesquels on va retrouver le plus de cultures autoconsommées, des céréales en général, mais pourquoi pas aussi des protéagineux, du métail. Et donc, c'est vrai que ceux qui peuvent faire de l'aliment fermier en maîtrisant le coût de cet aliment, par rapport à l'aliment du commerce, peuvent effectivement s'y retrouver. Et enfin, on retrouve la taille du troupeau, qui pèse bien sûr, comme dans tous les systèmes. Deuxième système, beaucoup plus conséquent, donc beaucoup plus de facteurs significatifs, c'est les herbagers de plaine. On va retrouver notre productivité numérique, mais comme troisième déterminant, donc légèrement après l'effectif de brebis, et surtout la quantité de concentré. Ces systèmes herbagers de plaine, c'est quasiment les seuls dans lesquels on va avoir une part vraiment significative, voire majoritaire d'agneaux d'herbe. Et donc là, qui dit agneau d'herbe dit par rapport à un agneau de bergerie qui va facilement consommer 80 kg de concentré au plus, donc des grosses économies de concentré, même s'ils sont souvent complémentaires à l'herbe. Et pareil pour les brebis, pas mal de pâturage en lactation au printemps, bien sûr, mais pourquoi pas aussi à l'automne, en fin de gestation également. Donc, un gros enjeu sur la maîtrise des concentrés. Et après, on voit également le poids des agneaux qui apparaît assez important, parce qu'effectivement, sur ces systèmes-là, on peut alourdir des agneaux à l'herbe. Quelque part, ça va coûter bien sûr moins cher que les alourdir en bergerie. Et on va retrouver la mécanisation, qui est un poste qui est important quasiment dans tous les systèmes, même si on n'a pas pu le voir tout à l'heure chez les fourragers. Je passe au système suivant, les herbagers de montagne. Là, on retrouve la productivité numérique en premier facteur. Pour mémoire, les herbagers de montagne, on les retrouve essentiellement dans le Massif central avec des systèmes accélérés, souvent du 3 en 2 ou des systèmes s'en approchant. Donc effectivement, des gros enjeux sur la productivité des brebis. Mais on trouve également un poids très important des aides du deuxième pilier. Les aides les aides pour les zones défavorisées, voire de montagne, donc Piémont, montagne, voire haute montagne, enfin là, pas trop pour ce système-là. Aussi les MAEC. Mais les aides découplées pèsent également beaucoup. Voilà, donc là, on commence à voir un point important comme des aides dans le revenu. Et on retrouve, après quasiment au même niveau, la mécanisation. Encore une fois, un gros enjeu sur la mécanisation, l'effectif de brebis, puis après les achats de fourrage et les frais de SFP. C'est-à-dire ce qu'on peut dire, c'est que dans ce système-là, en fait, la productivité pèse très fort, mais il y a un gros enjeu
Et ben, c'est vrai que si on prend par exemple l'Auvergne, ben, c'est une région qui est touchée très fortement par la sécheresse à chaque fois, quoi. Il y a un effet, comment dire, de la pluie, les nuages s'arrêtent des fois un peu côté Limousin, et du coup, voilà, il y a un gros enjeu sur les stocks fourragers et le coût de ces stocks fourragers. Pour finir, les pastoraux. Donc là, ben si on regarde toujours où se trouve la productivité numérique, ben là, vous la trouverez pas à la fin, mais si quasiment à la fin. Donc là, l'enjeu, c'est pas la productivité des brebis dans ces systèmes-là, c'est bien sûr les aides découplées. Donc là, depuis que les parcours sont éligibles aux aides découplées via la convergence, voilà, il y a effectivement ces systèmes pour lesquels ces aides sont conséquentes, hein, vous voyez, 110 € par brebis. Mais il y a un enjeu plutôt là sur la taille du troupeau. Parce qu'effectivement, dans un milieu qui est souvent assez difficile, tenir un grand troupeau, voilà, c'est quand même voilà, ça suppose effectivement de gérer pas mal de surface entre les parcours de proximité, l'estive, etc. Donc de jongler entre les différents types de parcours. Et on retrouve quand même aussi la mécanisation. Là, c'est quand même assez important également dans ce système-là. Puis les autres aides, bien sûr. Devant les bâtiments, où là, c'est vrai que, en général, dans ces systèmes-là, dans la majorité du moins, les brebis sont hivernées quand même systématiquement. Voilà, en conclusion, donc cette étude nous a permis de mettre en avant des priorités techniques propres à chaque système. Donc pour les fourragers, c'est clair, c'est système intensif sur la surface, intensif sur l'animal. La priorité, c'est la productivité des brebis. Et si possible, quand le potentiel est là, maîtriser aussi les charges de concentré par l'autoconsommation. Et également un enjeu sur le coût des bâtiments. Pour les herbagers de plaine, l'enjeu là c'est clair, mais c'est pas une nouveauté non plus, c'est de valoriser le pâturage un maximum pour limiter les concentrés, puis faire des agneaux d'herbe aussi lourds que possible, tant que le marché, entre guillemets, les accepte. Pour les herbagers de montagne, il y a un gros enjeu sur les stocks fourragers, hein, avoir des stocks suffisants pour limiter les achats, mais maîtriser le coût de ces stocks dans un contexte où les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Et enfin, pour les pastoraux, l'enjeu, c'est avant tout de gérer un troupeau de taille suffisante dans des conditions naturelles difficiles, avec une diversité de parcours entre lesquels il faut jongler. Et puis maîtriser également les frais d'élevage et la mécanisation. Voilà. Donc s'il y a des questions, je suis